RMC, After Coupe du Monde des clubs. Jérôme Sillon. Salut à tous, bienvenue dans l'After Coupe du Monde des clubs, à écouter sur toutes les plateformes et à regarder sur la nouvelle chaîne After Télé RMC. C'est la radio officielle de la Coupe du Monde des clubs. On vous présente les 32 équipes participantes à l'édition 2025 et dans cet épisode, gros plan sur le Borussia Dortmund avec notre drôle de dame allemande Polo Breitner. Salut Polo. Bonjour mon cher Jérôme, bonjour tout le monde. Et avec notre invité Peter Zeidler, l'ancien entraîneur du RB Salzbourg, l'ancien entraîneur de Bochum et de Sochaux. Salut Peter. Salut tout le monde. Messieurs, on parle donc du BVB qui est qualifié pour cette Coupe du Monde des clubs grâce à sa constance, sa régularité au plus haut niveau européen. Le classement UEFA, je vous le rappelle, fait foi entre 2021 et 2024 et durant cette période, Dortmund s'est qualifié pour les quarts de finale 2021 et a même atteint la finale en 2024. Dortmund est dans le groupe F, peut-être l'un des groupes les plus abordables de cette compétition. Vous allez me dire ce que vous en pensez, messieurs, puisqu'y figurent les Brésiliens de Fluminense, les Sud-Africains des Mamelodi Sundowns et les Sud-Coréens d'Ulsan. Ce groupe apparaît largement à la portée du Borussia, Peter. Oui, je crois que je ne connais pas le système de jeu des Sundowns et je n'ai pas encore vu un match de Hyundai. Alors, ce n'est pas prétentieux, alors je ne veux pas les sous-estimer, mais bien sûr, c'est d'un point de vue aventure mondiale, c'est très bien, mais footballistiquement, je ne crois pas que Dortmund aura des problèmes contre ces deux adversaires. Polo, quelles sont les ambitions du BVB dans cette compétition ? Je disais que Emre Can se voyait bien la gagner, il ne se met aucune limite. Oui, c'est très ambitieux, je pense, de la part d'Emre Can de faire ce genre de discours, d'autant plus qu'il y a un paramètre à prendre, c'est que n'oublions pas la fin de saison du Borussia Dortmund dantesque en Bundesliga avec 7 victoires et un match nul qui leur ont permis d'accrocher in extremis la 4e place de la Bundesliga, donc de sauver sa saison et de se retrouver donc en Ligue des Champions l'année prochaine. Et moi, j'ai un petit peu peur, puisqu'entre la fin de la Bundesliga et le début de la compétition, il y a un mois, et peut-être qu'il va y avoir une forme de décompression des joueurs, parce qu'il va falloir se relancer, une fatigue mentale de certains joueurs du Borussia Dortmund qui ont fait quand même une saison en dents de scie très très importante, à tel point qu'on a changé d'entraîneur, ne l'oublions pas, après avec Nuri Sahin et l'arrivée de Niko Kovac. Donc évidemment le groupe est très facile théoriquement pour le Borussia Dortmund, mais peut-être que ça va être l'occasion de se croire encore un peu aux vacances au début de la compétition et lentement mais sûrement de monter en pression en fonction, je pense, de l'ambiance globale qu'il va y avoir dans cette compétition, parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner pour le moment. Mais en tout cas, le tirage au sort, c'est banco. Oui, effectivement. Alors tu le disais, Polo, le BVB a décroché la 4e place de Bundesliga, synonyme de Champions League, lors de la dernière journée, à la dernière minute. Ça a été une saison compliquée, Peter Zeidler, pour le Borussia Dortmund, faite de nombreux soubresauts. Ils ont longtemps été hors course pour les places européennes. Comment on explique cette saison très difficile pour le BVB, Peter ? Oui, comme on explique toujours des trucs dans le football quand il y a des problèmes, ils n'ont pas trouvé le groupe, ils n'ont pas trouvé, la mayonnaise n'a pas pris, alors ça allait pas ensemble. Alors c'était le début, à la fin ils ont trouvé ça à la fin avec Niko Kovac, avec cette défense à 3, avec Ben Sabaini, avec Anton et Süle, avec les deux pistons et avec les résultats positifs à la fin. Ils ont trouvé aussi cet esprit d'équipe qui était pas forcément là au début. Je ne parle pas des deux attaquants qui étaient extraordinaires, surtout Guirassy et Adeyemi, mais alors j'ai pas vu une vraie équipe qui faisait tout ensemble. Ça, j'ai pas vu pendant la plus grande partie de la saison. On parlera tout à l'heure de Serhou Guirassy, Daniel Svensson. Polo, quelles sont les explications à cette saison en dents de scie ? C'est ce que tu disais tout à l'heure du Borussia Dortmund, qui, on le rappelle, donc est 4e du classement en championnat, mais a quand même fait un joli parcours en Champions League avec un quart de finale. Certes, une élimination contre le Barça, mais ils avaient sorti le Sporting et Lille auparavant. Oui, mais en fait, le vrai problème du Borussia Dortmund, j'ai envie de dire, c'est pas cette saison. Il y a 2 ans, le titre, il était pour eux, ils l'ont perdu à la dernière journée en faisant nul contre Mayence.
En fait, le Borussia Dortmund a du mal à digérer l'après Jürgen Klopp. Et ça fait 10 ans que ça dure. Alors parfois ça se passe bien, parfois ça se passe pas bien avec certains coachs. Je pense à Thomas Tuchel, malgré une saison 2016 assez extraordinaire, sa première année au Borussia Dortmund. Et en fait, on ne sait pas trop ce qu'est aujourd'hui l'ADN du Borussia Dortmund, parce que c'est une équipe qui est tout proche du chapeau 1, j'ai envie de dire ancienne version de la Ligue des Champions, et qui est le plus souvent chapeau 2, et quand ça se passe pas bien, c'est plus du chapeau 3. Et donc on a du mal à comprendre ce qui se passe dans ce club. Il y a pourtant, on le rappelle, plus de 80 000 personnes de moyenne au Westfalenstadion. Donc on a tenté un nouveau coach cette saison, ancien du club, qui est une des grandes spécificités du Borussia Dortmund, et de Aki Watzke, l'actuel président du club, CEO du club, de ramener un petit peu les anciens toujours. Donc avec Nouri Sahin, ça a été un beat total. Moi, j'ai été l'interroger lorsqu'au Borussia Dortmund cette saison. J'avais l'impression d'avoir un étudiant en face de moi et non pas un coach aguerri, évidemment. La sauce n'a pas pris. Il y a le recrutement très spécial. Peut-être que Peter pourrait nous en parler. Je suis personnellement un grand fan de Bayer, de l'attaquant Bayer, mais ce n'est pas un véritable numéro 9. Or, comme on joue avec un seul 9 en général à Dortmund, avec Guirassy évidemment attaquant de pointe, où est la place de Maximilian Bayer? Quel est son véritable positionnement? Est-ce qu'il faudrait pas juste passer dans des schémas avec 2 attaquants, etc. Donc tout ça, moi, je n'ai pas tout compris ce qui s'est passé cette saison au Borussia Dortmund, à l'image de ce qui se passe avec la finale miraculeuse de l'année dernière, évidemment, en Ligue des Champions, avec, tu l'as répété, ce quart de finale cette saison en Ligue des Champions, mais qui était extrêmement chanceux. Je veux dire, ils ont eu de la chance de tomber contre un Lille qui est quand même pas un foudre de guerre. Et je rappelle que lors du match aller, contre le Sporting, le Borussia Dortmund n'avait rien vu en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on retrouve un Borussia qu'on voudrait voir tout le temps et qui l'emporte 3-0. Donc tout ça fait que on se retrouve finalement en quart de finale. Tout finit bien parce qu'on est en Ligue des Champions. Mais moi, j'ai toujours envie de dire, les problèmes demeurent. Je ne connais toujours pas mon 11 de départ. Même le gardien Kobel, que j'adorais, que je pensais qu'il allait devenir vraiment un top gardien, a baissé de niveau cette saison. Donc tout ça, c'est un petit peu délicat. 44% de victoire seulement cette saison pour Nouri Sahin, 11 défaites en 27 matchs. C'était quoi? C'était une erreur de casting? Le costume était trop grand pour lui? Peter, il n'avait pas suffisamment de crédibilité auprès des joueurs qui composent l'effectif du BVB? Ouais, c'est toujours difficile pour un coach de parler de son collègue, mais oui, quand même, c'était, comme on dit en allemand, les chaussures étaient trop grandes pour lui. Je crois, même si c'est sûrement. C'est quoi l'expression allemande, Peter? Les chaussures étaient trop grandes pour lui. Non, mais auf Deutsch. Also, die Schuhe sind zu groß für ihn. Ah, d'accord. Chaussures, die Schuhe. C'était évident. C'était évident, mais c'était un grand joueur. Il a eu Klopp comme coach, il a eu d'autres grands coachs. C'est un ancien de Dortmund, mais c'était tellement évident, surtout au début, il n'a pas trouvé son groupe. Alors, il n'a pas réussi à gérer ses égos, parce que quand on a beaucoup de très très bons joueurs, ce qui est le cas, il faut mettre beaucoup de joueurs aussi sur le banc. Et ça, les grands coachs arrivent à gérer. Lui, dans ce contexte, tout au début de la saison, non. Après, Niko Kovac, au début, c'était difficile pour lui aussi. Et après, avec cette série de 8 matchs, 7 victoires, c'était la grande surprise. À la fin, ils se sont qualifiés. Mais on va parler des joueurs, des individualités après. Et là, il y a quand même des joueurs très, très intéressants à Dortmund, toujours. Et alors là, il vient de faire sa première saison. Guirassy, un phénomène. Ce qui avait peut-être handicapé aussi Nouri Sahin, Polo, c'est, on va dire, l'été dernier, on en a parlé dans l'After Allemagne, on avait fait un podcast spécial sur la révolution qu'a vécu le Borussia Dortmund, avec les départs de Marco Reus, de Mats Hummels, et puis surtout celui de l'entraîneur Edin Terzic, qui avait emmené ce club-là jusqu'en finale de Champions League. Ça n'a pas facilité sa tâche, on va dire. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ça dure depuis plus de 10 ans au Borussia Dortmund. On ne sait pas trop ce qu'ils sont. Moi, j'en reviens encore à ce titre perdu à la dernière journée il y a 2 ans.
le titre, il était pour le Borussia Dortmund. Et en fait, comme lors du podcast contre le Bayern Munich, on parlait un petit peu de la fin de cycle de ce Bayern et qu'on devait reconstruire quelque chose de nouveau avec Vincent Kompany, on peut très bien dire que le Bayern Munich était déjà en fin de cycle en 2023. Et ils ont perdu leur titre juste en 2024 parce que le Borussia Dortmund leur a offert le titre en 2023. Et donc, évidemment, on va nous dire aujourd'hui, Mats Hummels, c'est parti. Marco Reus, c'est parti. Je vais parler d'Edin Terzic, moi j'aime beaucoup Edin Terzic, mais pour des choses bien particulières. Le problème, c'est quand ça n'allait pas au Borussia Dortmund à l'époque, on disait déjà qu'il y avait des absences de leaders. Donc on peut pas dire, à l'époque, quand ça n'allait pas, que c'était à cause de Marco Reus et de Mats Hummels qui finalement ne sont pas des leaders de vestiaire. Et on ne peut pas dire ça une fois que Nuri Sahin arrive en disant il nous manque Mats Hummels, il nous manque Marco Reus. Et ça, c'est tout le problème du Borussia Dortmund depuis des années, où la ligne directrice, encore une fois, elle est plus économique que sportive. C'est-à-dire que Aki Watzke a fait des choses extraordinaires parce que lui, il a connu les années 90, les années 2000 qui ont été très compliquées financièrement pour le Borussia Dortmund, qui a failli être plate, qui a failli disparaître de la carte du football allemand. Et donc, il est toujours un petit peu omnibulé par un bilan et un compte de résultats qui sort des résultats positifs, peut-être au détriment du sportif. Alors, je suis d'accord avec Peter pour dire qu'il y a des excellents joueurs au Borussia Dortmund, mais est-ce qu'il y a un seul joueur du Borussia Dortmund qui serait aujourd'hui titulaire au Bayern Munich ? Je ne pense pas. On va dire un petit mot dans un instant donc de Serhou Guirassy et de Daniel Svensson, mais je voulais quand même demander à Peter et l'interroger sur ce que tu disais, Polo, sur finalement le projet et la place qu'occupe aujourd'hui le BVB dans le football allemand. Quelle est-elle et quelle est l'identité de ce club et qu'est-ce qu'il cherche à construire selon toi ? Oui, déjà, il faut savoir, et moi, j'ai travaillé à côté, j'ai travaillé à Bochum, on les a joués lors de la 4e journée, je crois, Dortmund. Alors, c'est d'abord ADN de ce club, c'est d'abord le stade avec ses supporters. Alors, on ne peut pas s'imaginer ça, c'est peut-être l'OM en France, c'est vraiment... alors, toute la semaine, c'est BVB, c'est noir et jaune, alors ça joue un très très grand rôle. Ça, ils vont toujours garder ça et comme ça reste un peu un club spécial. Pour l'équipe, il faut vraiment trouver cette équipe qui de nouveau peut arriver en demi-finale à la Ligue des Champions. Et pour l'instant, je la vois pas. Même s'ils sont qualifiés pour la prochaine compétition, pour l'année prochaine, il manque quelque chose. Alors, il manque... il y a Gross, que je connais aussi, que je l'ai entraîné à Hoffenheim, 35 ans, milieu, qui joue aussi en équipe nationale avec Nagelsmann. Pascal Gross, c'est un très bon joueur, mais c'est pas la classe mondiale. Pour l'instant, pour moi, il y a seulement les attaquants, Guirassy, Adeyemi, et même en défense, je dirais pas que ça va jusqu'à la classe mondiale. Là, j'ai des problèmes avec ceux qui jouent derrière, les Sule, les Anton, Ben Sabine. Et après, quel système il va jouer ? Même là, il a changé Niko Kovac. Parfois, c'est peut-être moderne de changer toujours, mais les plus grands clubs... Alors, ils jouent presque toujours avec le même système, je dirais. On va en parler dans un instant. Ça va être difficile. Je ne vois pas l'avenir en rose pour le Borussia de Dortmund. Vous restez avec nous dans quelques instants. Donc, on parle de Serhou Guirassy, on parle de Daniel Svensson, le nouveau piston gauche de cette équipe du BVB, et de Niko Kovac dans l'After Coupe du Monde spécial Dortmund. À tout de suite. On est de retour dans l'After Coupe du Monde spécial Borussia Dortmund qui a donc un groupe plutôt abordable avec Fluminense, avec Mamelodi Sundowns et avec Ulsan. Polo, est-ce qu'on fait fausse route si on se dit que la star de cette équipe c'est Serhou Guirassy, 29 ans, guinéen, et j'ai même envie de dire une bonne affaire de l'été 2024. Il a été acheté seulement 18 millions d'euros à Stuttgart. Il a mis 34 buts en 45 matchs. À ce prix-là, c'est presque donné, non ? C'est donné, et j'ai presque envie de dire que Serhou Guirassy, c'est l'arbre qui cache la forêt.
C'est-à-dire que heureusement qu'il a été là cette saison. Et je me rappelle un petit peu en début d'exercice, c'était un petit peu compliqué pour lui parce qu'il devait trouver ses coéquipiers, etc. Mais comme Nouri Sahin plaçait les joueurs sur le terrain à des postes qu'ils n'avaient pas l'habitude de jouer, je pense à la gestion qu'il avait de Zabitzer ou alors le fait de faire jouer d'une façon très spéciale à Deyemi, ça n'a pas fonctionné. Mais heureusement que Guirassy était là. Et c'est même une énorme surprise. Déjà, on se posait la question en début de saison, savoir si Guirassy était un joueur du VfB Stuttgart, et j'ai même envie de dire un joueur de Sébastien Hoeneß, et s'il était capable de s'adapter au Borussia Dortmund. Et c'est ce qu'il a fait d'une façon merveilleuse. Maintenant, n'oublions pas une chose, c'est bien les statistiques. Mais ce qui est important pour le Borussia Dortmund, c'est de planter contre le Real, c'est de planter contre le Bayern, c'est de planter contre Barcelone, c'est de planter contre Manchester City. Et là, peut-être que les limites de Guirassy, elles sont là. Parce que faire un triplé, dont 2 pénaux, contre une équipe en phase de groupe, enfin phase de poule, c'est une chose. Aller gagner les matchs importants, c'est autre chose. Et peut-être que c'est aussi la limite de Guirassy lorsqu'on voit les statistiques. Donc voilà, je reste très agréablement surpris par ce qu'il a fait à Dortmund, mais bon, j'avais vu évidemment ce qu'il avait fait à Stuttgart sous les ordres de Sébastien Hoeneß, mais peut-être que Guirassy, c'est pas Harry Kane non plus, quoi. Je dis, il faut être sérieux. Est-ce qu'il est allé quand même au-delà de tes attentes, Peter Zeidler, Serhou Guirassy cette saison? Est-ce que tu l'attendais à ce niveau? Oui, il l'a déjà montré à Stuttgart. Alors, ce qu'il a fait à Stuttgart, c'était ça la grande surprise. Là, il continue, il confirme, mais on l'a vu aussi en France. Quand moi j'ai travaillé à Sochaux, FC Sochaux, je crois qu'il était en France. Il n'était pas à Auxerre, il n'était pas dans des petits clubs, il était souvent prêté, 22 ans, 24 ans. Et en arrivant à Stuttgart, il y a 2 ans, alors il a tout cassé. Alors incroyable. Et de nouveau, pour un joueur, c'est les qualités techniques, tactiques, aussi athlétiques parce qu'il va vite, mais aussi la personnalité, la force mentale. Et là-dedans, il est aussi exemplaire. Alors, on peut pas lui faire quelque chose, il se laisse pas perturber. Alors, ça m'a vraiment, et ça nous a tous impressionnés en Allemagne. Et comme ça, il a de bonnes statistiques. Il a 29 ans. Bon, c'est pas le début de sa carrière, mais il fait partie. Alors, tout à l'heure, on a parlé Kane, Lewandowski. Alors, il faut créer un podium et le mettre aussi sur podium. Comme ça, on aura 3 buteurs et après, ça va être très difficile de trouver un 4e, un 5e. En Bundesliga, je dirais. Il avait effectivement été prêté à l'AJ Auxerre en 2016. Il appartenait au LOSC à l'époque. Il a été formé au Stade Lavallois. Il avait déjà fait un premier tour en Allemagne à Cologne avant de revenir en France à Amiens et au Stade Rennais. Et donc désormais, il explose les compteurs avec Stuttgart et le Borussia Dortmund. Un mot également peut-être sur son profil. Peter, qu'est-ce qui te plaît particulièrement chez Serhou Guirassy dans sa façon de jouer? Oui, attaquant complet. Alors, rapide, grand, fort de la tête. Il est intégré dans le jeu. On peut faire des 1-2 avec lui. Il sait aussi sprinter pour faire le pressing. Il est dedans. Alors, il fait pas une pause quand l'adversaire a le ballon. Alors, attaquant complet. Attaquant, vraiment, il tire les pénaltys comme on voit. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est cette force mentale. Il a cette maturité. Il est au top de sa forme. Et maintenant, avec 29 ans, c'est vraiment impressionnant. Et il faut le dire clairement comme ça. L'un des joueurs que l'on va suivre durant cette Coupe du Monde de club du côté du BVB Polo, c'est Daniel Svensson, l'arrière-gauche suédois qui est arrivé cet hiver du club danois de Nord-Zélande. D'ailleurs, l'option d'achat a été levée par le Borussia Dortmund. Je ne sais pas si tu as le montant d'ailleurs de cette option d'achat. En tout cas, il est très rapidement devenu un joueur indiscutable titulaire dans le système de Niko Kovac.
C'est surtout le passage dans une défense à 3 qui l'a favorisé, parce que au départ il est quand même en concurrence avec Ben Sebaini, ce qui est loin d'être évident pour lui. Et puis j'ai envie de dire, c'est typiquement donc il est jeune international suédois, ne l'oublions pas, mais il est ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie de ces joueurs qu'arrive à dénicher le Borussia Dortmund pour les faire progresser. Alors évidemment on ne sait jamais ce que ça va donner sur la fin. Il a relativement peu joué, ne l'oublions pas, en Bundesliga, juste sur la fin, mais ça peut être aussi lié au changement tactique de Niko Kovac. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est à lui de saisir sa chance. Mais je l'attends plus, si tu veux, l'année prochaine, sur une saison complète au poste de latéral gauche, pour voir est-ce qu'il sera piston, est-ce qu'il sera latéral, etc. Mais il y a un tel boulot, il y a de tels chantiers au Borussia Dortmund que je reste extrêmement prudent sur l'évolution de tel ou tel joueur. J'espère que Guirassy va garder son niveau. Je sais pas ce que va faire Bayer, je sais pas ce que va faire Adeyemi, je sais pas ce que va donner Svensson, je sais pas ce que va donner la défense centrale, je sais pas si on va retrouver un Julian Brandt ou un Sabitzer à très haut niveau, parce que quand même, quand t'as deux créateurs comme ça, ou relayeurs comme ça, t'as le droit de bien jouer au football. Mais en tout cas, j'espère que pour le jeune Suédois, que ce soit l'explosion complète l'année prochaine. C'est un joueur que tu connaissais, Peter, ou que tu as découvert, Daniel Svensson ? Oui, je l'ai découvert là. Je crois qu'il a 21 ans, 22 ans, mais comme tu as dit, déniché en Suède, c'est vraiment une bonne surprise et c'est la cellule recrutement a sûrement marqué des points avec ce transfert-là. Alors, il a profité du changement de système aussi, parce que maintenant avec la défense à 3, avec les 3 grands défenseurs centraux, il y a seulement un piston et c'est peut-être le joueur idéal pour jouer à ce poste. C'est justement ce que j'allais dire, c'est que c'est le crédit aussi de cette belle fin de saison. Il est à mettre à Niko Kovac, parce qu'il a réussi finalement la mission qui lui avait été fixée en sortant peut-être de son dogme tactique, Polo, parce que quand il arrive au mois de février, il joue à 4 derrière, il change son système à la fin du mois de mars, et c'est un petit peu le point de départ de cette fin de saison en trombe du BVB. Moi, ce que j'ai adoré, la grande force, Peter parlait justement de la force mentale de Guirassy, par exemple, mais on peut aussi parler de la force mentale de Niko Kovac, parce que il n'est pas arrivé au Borussia Dortmund, la presse n'était pas forcément unanime, il y avait déjà des rumeurs de contrat comme quoi il était juste là jusqu'à la fin de saison, qu'on ne savait même pas, alors comme au début c'était compliqué, on savait même pas s'il allait rester jusqu'à la fin de saison. Et moi j'aime beaucoup Niko Kovac. Tactiquement, c'est un peu plus compliqué parce que je pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et il a une tendance peut-être un peu trop défensive. Je me rappelle de son passage à Wolfsburg ou de son semi-échec au Bayern Munich, où les joueurs n'étaient pas derrière lui. Mais c'est quelqu'un qui a été un grand joueur, faut pas l'oublier, et qui, je pense, a une certaine expérience. Vous l'avez connu en L1 évidemment avec Monaco, qui lui, il a d'ailleurs été formé pareil dans la galaxie Red Bull à Salzbourg, faut pas l'oublier non plus. Et donc, il sait exactement où il veut aller. Et là, ce qui me plaisait dans son discours, c'était pas ce qu'on va voir par la suite sur le terrain, mais c'était que lorsque ça n'allait pas dès le départ, il a commencé à râler après les joueurs en leur faisant comprendre qu'ils devaient se mettre au niveau très rapidement et que son avenir personnel n'était pas important. Et peut-être que ce discours-là a soudé l'équipe, a remotivé certains joueurs pour cette fin de saison, encore une fois, extraordinaire, voire surprise, parce que je peux vous assurer qu'il y a 2 mois, on ne savait pas si le Borussia Dortmund allait être en Ligue des Champions. C'était très mal parti. Ou même en Coupe d'Europe. Et donc, pardon ? Ou même dans une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Oui, on ne savait même pas s'ils allaient être dans une Coupe d'Europe. Donc ça allait être très compliqué. Et c'est à donner au crédit de Niko Kovac ce qu'il vient de réussir, parce qu'encore une fois, il n'y avait pas que le Borussia Dortmund à gérer. Il y avait la presse à gérer. Il y avait ces histoires de contrats. On ne sait même pas d'ailleurs ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai aujourd'hui, si on l'a prolongé ou pas. Il y avait à l'intérieur du club déjà des rumeurs, parce que comme c'est un club qui est, comme l'a très bien dit Peter, qui est quand même un phare dans le football allemand, t'avais tout le monde qui commençait à parler, oui, on veut ça, non, ça va pas, et ceci et cela. Niko Kovac, que j'aime beaucoup, encore une fois, il y a que ce qu'il produit sur le terrain qui parfois me dérange un peu, où l'équipe réagit plus qu'elle n'agit. Et moi, j'aime pas trop ça. Et il y a des moments, son expérience l'a énormément
aidé pour une mission entre guillemets commando pour aller chercher cette Ligue des Champions. Maintenant, encore une fois, ça peut être la bonne surprise de cette Coupe du Monde des clubs, même si je suis comme Peter, je n'attends rien du Borussia Dortmund, malheureusement, parce que c'est un club qui peut nous emballer, comme c'est un club qui peut échouer lamentablement. Encore une fois, c'est à peu près l'histoire de ces 10 dernières années, quoi. Niko Kovac, l'entraîneur. Peter, qu'est-ce que tu en penses? Tu l'as affronté, enfin, tu as pu voir ce qu'il a produit, que ce soit sur les bancs de Wolfsburg, du Bayern ou du BVB désormais. Oui, je le connais parce qu'il a toujours sa maison près de Salzbourg. Je crois que Paul a bien analysé psychologiquement. Alors, il a gardé le calme. Alors, il a dégagé quelque chose. Il était vraiment calme. Il n'a pas critiqué tout le monde. Il n'était pas reçu ou accueilli à bras ouverts de la presse, ni du public. Mais au début, il a perdu des matchs et il est resté calme. Et ça n'a pas seulement plu, il a transmis cette force à ses joueurs. Alors là, on garde notre direction, on reste calme. Après, la qualification, c'était quand même... on ne pouvait pas attendre ça à 8 journées de la fin, avec 7 victoires et un match nul, je crois. Mais alors aussi, mérite du coach, c'était exemplaire. Alors quand même, être plein d'énergie, il était à l'entraînement, sûrement, et aussi pendant le match pour préparer son équipe, mais il a gardé le calme, il n'a jamais perdu les nerfs pour se mettre en avant. Et ça, c'était bénéfique pendant surtout ces 2 derniers mois pour Dortmund. Fluminense, Mamelodi Sundowns et donc Ulsan, voilà le programme du BVB dans cette phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Je vous rappelle que ce sera à vivre sur RMC et sur DAZN. Merci Peter, merci Polo et on se retrouve très vite pour un nouvel After. Ciao. RMC, After Coupe du Monde des clubs.